Et on va accueillir un expert, on a toujours un expert là aussi qui vient nous voir tous les jours. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet que vous avez annoncé tout à l'heure, Audrey, c'est celui du bien-être animal qui est important. Et on reçoit Didier Garriot, qui est sous-directeur de la santé et de la protection animale au ministère donc, de l'Agriculture. Et c'est vrai que le bien-être animal est un sujet qui est revenu dernièrement sur le devant de la scène. Alors pourquoi justement le ministère s'intéresse au bien-être animal ? Bonjour, Bonjour. déjà. Si vous voulez, ces dernières années, il remonte une attente sociétale forte, soit par des écrits, soit par des livres, soit par les remontées institutionnelles, médiatiques, les élus, médiatiques ou les associations de protection animale. Et cette attente devait apporter, il devait y être apporté une réponse. Et puis ce phénomène, il n'est pas vraiment uniquement français. On sent qu'au niveau européen, il y a un mouvement global de réflexion sur le bien-être animal qui, pour des gouvernements, est traité surtout sous une forme normative. Oui. Mais pour le consommateur, c'est quand même plus, voilà, c'est plus émotionnel, ça c'est clair. Et puis ça a des conséquences sur la consommation. Hein. Audrey, je pense que... Oui, bien sûr. Il y a eu une commission d'enquête parlementaire qui a fait un certain nombre de recommandations. Est-ce que vous les reprenez à votre compte ? Alors oui, il y a eu une commission parlementaire. Du député Falorni de La Rochelle. Qui a fait une proposition de loi aussi, un proposition de loi, et certaines, bien sûr, sont reprises au compte par le ministre, notamment celles qui touchent à la surveillance de l'étourdissement de l'animal, avec la mise en place expérimentalement du système de caméras pour voir dans quelles conditions on pourra, en respectant les règles du travail, un certain nombre de règles, comment il pourra éventuellement être déployé. Alors justement, quel est le rôle et l'action du ministère pour lutter justement, ou pour favoriser plutôt le bien-être animal ? Alors déjà le travail, il est en amont, c'est de définir la cible vers laquelle on veut aller, à quoi on veut aboutir, et là on s'appuie sur ce qu'on appelle le comité d'experts du bien-être en matière de bien-être animal du Conseil national d'orientation des politiques sanitaires, dans lequel on retrouve les éleveurs, les professionnels de l'élevage, comme les transporteurs, les vétérinaires, les associations de protection animale, les scientifiques et l'administration, bien sûr. Et là, on a essayé depuis 2014 de dégager une vision pour inscrire un travail sur plusieurs années. Mais nous, le ministère, après, on contribue à l'élaboration des lois, on fait les règlements, et puis on fait les inspections pour voir si nos réglementations sont bien appliquées. Est-ce que finalement vous êtes suffisamment armé en termes d'inspecteurs pour pouvoir justement vérifier tout ça ? Bien, on n'est jamais assez armé. Après, c'est aux auditeurs des systèmes de voir si ça suffit ou si ça ne suffit pas. C'est quand même plus de 10 000, près de 12 000 inspections tous les ans. En protection, en bien-être animal, on mobilise à peu près, je dirais, 300 agents, pas forcément à plein temps, en gros 150 à 170 temps plein pour le contrôle. Alors à tous les niveaux, ça peut être en exploitation agricole, ça peut être au moment du transport, et puis bien sûr dans des endroits clés, les centres de rassemblement et les abattoirs. Audrey ? Mais moi, je pense que cette question de la souffrance animale, c'est pas juste une mode, c'est un vrai sujet de société. Et à mon sens, on est dans une situation de manque de confiance et de crise qui peut être aussi dramatique que la crise de la vache folle il y a une vingtaine d'années. Parce que c'est tout un système qui doit être mis en cause. La souffrance, elle est à tous les étages dans cette histoire. Elle est évidemment pour les animaux, elle est aussi pour ceux qui les tuent. Qui travaillent. Ce n'est neutre pour personne de tuer un animal. Ce n'est pas des sauvages, les gens qui travaillent dans les abattoirs. Ce sont des êtres humains comme vous et moi. Oui. Ils ont des sentiments. Donc ce n'est pas neutre pour eux de devoir abattre les animaux dans ces conditions-là. Ils ont des cadences eux-mêmes infernales. Non seulement ils ont une souffrance psychologique, mais ils ont des cadences de travail infernales. Qui sont dues à quoi ? Qui sont dues à la surconsommation de viande, à la surdemande de viande de la part du marché. Donc c'est d'abord au consommateur de se poser la question de savoir est-ce qu'il a besoin de manger de la viande tous les jours ou beaucoup moins dans la semaine,
voire dans le mois, mais de la viande de meilleure qualité. C'est ensuite le travail des éleveurs. Et là, je trouve que cette crise est très injuste pour les éleveurs parce qu'il y a beaucoup d'éleveurs qui en souffrent, alors qu'eux ont fait énormément d'efforts, notamment sur les petits élevages, les élevages bio, etc. Ils font énormément d'efforts sur la qualité de leurs produits, sur la qualité de vie de leurs animaux. Et cet effort-là est battu en brèche par cette crise de l'abattoir. Et puis, il y a évidemment des réformes à mettre en place dans la façon dont on abat les animaux et dans la prise de conscience par à la fois le système industriel et par les consommateurs de cette question de la souffrance animale. Mais je crois que les consommateurs sont très en avance sur le système industriel, sur cette question-là. Il y a un vrai problème de confiance aujourd'hui avec les scandales, les images qu'on a tous vues et qui sont choquantes pour tout le monde. Donc, ne serait-ce que pour sauver le travail de les éleveurs qui essayent correctement d'élever des animaux, de produire une viande de qualité pour les consommateurs, essayons de résoudre ce problème-là qui, de toute façon, remet tellement en cause l'ensemble du système que ça ne peut être qu'un cercle vertueux, de toute façon, à mon sens. Didier Garriaud. Oui, alors il faut pas limiter l'enjeu du bien-être animal à l'abattoir. C'est vrai que c'est un moment clé de la vie de l'animal, de la fin de la vie de l'animal. Donc, il y a aussi voilà, il y a l'élevage. Et puis, il n'y a pas un élevage. Il y a en France, notamment, hein, on a la chance d'avoir beaucoup de productions différentes, beaucoup d'espèces différentes. On a une multitude de productions très différentes, même au sein d'une filière animale, je ne sais pas, les porcs. Une diversité. Et puis, c'est pour ça que je dis qu'il y a eu beaucoup d'efforts faits par les éleveurs. Et puis, dans nos travaux, les éleveurs sont très présents. Si vous voulez, je pense que la prise, une forme d'évolution, de prise de conscience de l'enjeu, elle est très claire. Les éleveurs savent bien qu'il faut répondre à cette préoccupation sociétale et c'est pour ça qu'ils s'associent au dispositif et que le plan que nous avons lancé, enfin que le ministre a lancé en début 2016, 2016-2020, c'est ça, c'est sur 4 ans. C'est ça. Ouais, il s'inscrit dans une logique d'une durabilité, comme on dit, pour que l'élevage ait de la visibilité dans le temps. Mais on a des exemples concrets d'action justement de ce plan entre 2016 et 2020 ? Alors, il y a un point très important, c'est ce qui touche à l'innovation. En fait, en bien-être animal, contrairement à la santé animale dont je m'occupe aussi, si vous voulez, on n'a pas tout le recul scientifique d'un siècle après Pasteur qu'on a sur les bactéries, les virus. En bien-être animal, on est au début de l'histoire scientifique et il faut que nous aidions les chercheurs, ce qu'on a fait l'an dernier, en 2016, en débloquant exceptionnellement 5 millions d'euros pour lancer des programmes de recherche ambitieux. Et puis, il faut que cette recherche soit connue. Et c'est pour ça qu'au salon, alors je profite, c'est un événement conjoncturel, mardi dernier, a été signée la convention qui créait un centre national de référence dans lequel chacun pourra trouver les références scientifiques dont il aura besoin, voire les formations, et auprès desquelles on pourra demander une forme d'expertise quand il y aura un doute. Audrey, en 30 secondes. Oui, vraiment, en 30 secondes, je suis tout à fait d'accord avec vous. Évidemment, le bien-être animal, la question de la souffrance animale, ce n'est pas que à l'abattoir. C'est aussi au départ dans l'élevage. Quand vous voyez que certaines poules sont élevées sur l'équivalent d'une feuille A4 et qu'elles naissent, elles grandissent, elles meurent sur cette feuille A4 dans des élevages en batterie. Tous ces grands élevages industriels où les animaux sont extrêmement maltraités du début à la fin de leur vie, ça aussi, c'est un vrai problème. Dans les élevages de poissons, de saumon, où ils sont bourrés d'antibiotiques et où ils contaminent les poissons sauvages qui sont autour, notamment avec des poux par exemple qui attaquent les poissons sauvages qui nagent autour des élevages. C'est un vrai problème et c'est aussi une question de souffrance animale parce que le petit saumon il souffre aussi, hein. C'est pas parce qu'il ne meugle pas comme la vache qu'il ne souffre pas. Mais je pense qu'il y a une vraie prise de conscience des consommateurs à ce sujet et qu'on aurait tort de sous-estimer leur attente en la matière. Merci, on est obligé de conclure. Alors, 15 secondes. Non, juste pour rebondir, vous avez parlé des produits de traitement qu'on peut utiliser. Juste pour dire que le plan, la stratégie française en matière de bien-être animal s'inscrit dans le projet agroécologique du ministère avec 9 autres plans, éco-antibio et éco-phyto notamment. Merci Didier Garriaud. Audrey, je vous propose un dernier détour par les différents halls de ce salon. Merci beaucoup. Et on va justement aller découvrir un élevage de porc basque avec Anne-Sophie Lesage qui va en profiter pour nous donner la météo de demain.